Eh bien, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau format d'émission sous forme de podcast. Il va s'agir d'une brève discussion autour d'un thème donné. Nous commencerons par un sujet qui nous est cher. Et sur ce, nous allons parler de royauté et de restauration. Cette émission sera découpée en trois grandes questions que nous verrons par la suite. Et pour ce faire, je serai accompagné de deux invités en la qualité de Sky et de Morker. Bonsoir messieurs. Bonsoir Bladela, bonsoir à tous. Bien, bonsoir. Eh bien, pour commencer cette discussion, il nous faut passer par une étape qui est souvent oubliée de nos jours, mais pas moins fondamentale, la définition des termes. Donc pour correctement échanger, il faut s'entendre sur le sens des mots. Et pour cette raison, je vais vous demander quels sont, selon vous, les éléments qui sont constitutifs de la royauté française. Et pour ce faire, je vais commencer par Sky. Alors, tout d'abord, il convient de faire une distinction entre ce qu'est la monarchie et la royauté. La monarchie est un régime politique qui, du coup, agit, enfin, s'il est laissé à lui-même, s'il est seul, en fait, dans cette constitution de régime, devient une tyrannie, enfin, devient du despotisme, de manière générale, que ce soit sous la forme d'une dictature ou sous la forme d'un tyran éclairé qui règne sans les lois. La royauté, c'est un système politique qui comprend trois régimes politiques, si on veut. Vous avez la monarchie dans l'État, l'aristocratie dans les provinces, et la politeia, qui est un terme peu connu, qui correspond à une sorte de forme de démocratie directe à l'échelle locale, des villes, des villages, et qui est représentative, enfin, qui a été en tout cas sous la monarchie française, représentative dans les comtés et les provinces. La condition pour que la politeia existe, c'est qu'il faut que la population soit édifiée. Un peuple qui soit conscient, citoyen, mais au sens noble du terme, et qui ne soit pas laissé sans connaissance, si on veut. C'est-à-dire que pour avoir accès à un bureau de vote, il faut quand même avoir un minimum d'éducation, ce qui somme toute paraît logique. Ensuite, ce qui doit s'ajouter impérativement au principe de royauté, c'est la transcendance. Il ne peut pas y avoir de royauté sans avoir un rapport à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir du roi découle de Dieu, ce qu'on appelle du coup le pouvoir de droit divin, qui n'a rien à voir avec le fait que le roi se prenne pour Dieu, hein, bien au contraire. Ça met le roi face à ses responsabilités devant Dieu. Le roi est le lieutenant du Christ sur terre. C'est une doctrine que nous connaissons en Occident et notamment en France depuis 755, qu'on appelle la doctrine des deux glaives, établie entre le pape Étienne II et Pépin le Bref. Le roi de France est lieutenant du Christ sur terre, et à ce moment-là, il a tous ses devoirs, en fait, vont devoir être, enfin, il va devoir rendre compte de ses actes directement devant Dieu. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. La transcendance, c'est vivre en accord avec les lois de Dieu, que sont les valeurs morales et vertueuses, lesquelles s'articulent entre la raison, la philosophie réaliste, et la révélation, les valeurs chrétiennes. Ok, très bien. Bah, merci pour cette vision. On en reparlera juste après. Morker, c'est à ton tour. Est-ce que tu peux nous exposer un petit peu ta vision des choses? Je trouve que Sky a été très exhaustif, mais je rajouterai un point qui m'est cher, c'est la triple donation qui est bien particulier à la royauté française, c'est-à-dire que le roi donne la France à Jeanne, qui la donne à Dieu et qui la rend au roi. Donc le roi reçoit sa couronne et son titre de Dieu lui-même. C'est important parce que, comme tu disais, Sky, la responsabilité du roi, elle est face à Dieu. Elle est face à son peuple, mais elle est aussi face à Dieu. Et il n'hérite pas ce trône de son père, mais il hérite ce trône euh, de quelque chose de bien supérieur. Voilà, pour rebondir sur ce que disait Morker, où effectivement le roi est également responsable devant son peuple. Peuple et roi ne font qu'un. En fait, il faut voir la royauté non pas comme un régime conventionnel qu'on peut avoir en Occident de manière générale, où il y a un monarque qui dirige et qui considère, on va dire, son peuple comme de simples sujets. On a un rapport filial avec le roi. On a du coup un père et une mère, qui sont du coup le roi et la reine, et les sujets sont un peu comme des enfants, d'une certaine manière. Les enfants, du coup, avec des grands frères, grandes sœurs, qu'on pourrait qualifier d'aristocrates, sur le principe, hein. Donc c'est assez imagé, mais ça représente bien la mentalité dans laquelle s'exerce la royauté. Ça me fait penser que finalement, la base d'un pays, d'un État, c'est la famille. On a pu avoir à différentes époques, hein, la famille comme base d'une tribu, la tribu, le clan, et au-delà, quand on a un pays de la taille de la France, euh, finalement, la royauté française, c'est juste
une extrapolation de cette cellule familiale à un niveau plus grand. Et c'est pour ça que ça fonctionne très bien d'ailleurs. Donc Ouais, ça a fonctionné très bien. c'est une sorte de structure naturelle qui s'est appliquée sur le champ politique. C'est ça. Oui, C'est ça. C'est le principe d'une famille, parce que quoi qu'on en dise, même si elle est malmenée actuellement, ben, une famille, ça a des hauts, ça a des bas, mais ça fonctionne. Et la royauté française, finalement, c'est un peu le même principe. Ça a des hauts, ça a des bas, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que c'est calqué sur le modèle familial. Alors, c'est certes, il y a des grosses différences, mais il y a quand même des gros points communs, et c'est juste extrapolé à un autre niveau, tout simplement. Tout à fait, selon la formule consacrée de un père dans les cieux, un père dans l'État et un père dans la famille. C'est le rapport filial, en fait, de A à Z jusqu'à la transcendance avec le Père divin. Donc maintenant que nous avons une idée quand même plus claire des différents éléments qui composent ce régime, est-ce que vous pourriez me dire l'intérêt que nous aurions à l'heure actuelle à restaurer ce système? On aurait beaucoup d'intérêt à restaurer ce système. Ça pourrait être long à développer, mais principalement, et alors là, je sais que nos auditeurs sont généralement des convaincus, mais j'ai envie de m'adresser à des gens qui nous écouteront peut-être pas. Euh, des gens qui souvent sont dans la rue, revendiquent plus de démocratie. Ben oui, ben sous une royauté, il y aurait plus de démocratie, en fait, mais au sens vrai du terme. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt pour un Alsacien de décider si un Breton doit construire une nouvelle autoroute ou pas. Et je vois pas l'intérêt qu'un Breton a de dire ah oui, mais attendez, les Alsaciens, machin. On s'en fout. Chacun fait son truc. Je prends toujours l'exemple des radars pour les camions, pour les, pour les taxer. Les Bretons ont râlé comme pas permis parce qu'ils en voulaient pas, parce que ça aurait taxé leurs producteurs locaux. Ah oui, je comprends tout à fait. Mais nous, en Alsace, on a toute la circulation des camions européens qui transitent. Et on en voulait de ces péages à camions. Pourquoi est-ce que on décide pas de ces choses-là localement? Pourquoi c'est pas le peuple, à un niveau local, qui décide de ce qu'il veut et de ce qui est bon pour lui? Donc, Et sous une royauté, ben on l'aurait eu ça. On aurait pu décider en Alsace de dire ah voilà, les camions, faut les taxer, mais sans obliger les Bretons à le faire, tout simplement. donc Ça, c'est des intérêts qu'on a sous une royauté. c'est l'aspect de la décentralisation qui est important pour toi. Ben, en fait, je pense que c'est la décentralisation qui est le plus important aux yeux d'une majorité de gens. Parce que finalement, les gens, s'ils veulent plus de démocratie, on leur propose des démocraties ou des choses à un niveau national. Mais il faut se rendre compte qu'à un niveau national, d'un pays grand comme la France, la démocratie, elle est pas jouable. Elle est jouable sur des petits détails. Elle peut être jouable pour de la représentativité. Mais la représentativité n'est pas la démocratie. On peut avoir une vraie démocratie au niveau local, au niveau des villes, des villages, des communes, mais on ne peut pas avoir une vraie démocratie dans un pays de presque 70 millions d'habitants. J'entends ce que tu dis, je vais juste rebondir avant qu'on passe à Sky, mais dans ce cas-là, je vais être un peu taquin, mais je vais poser la question suivante. Pourquoi ce ne serait pas applicable sous une république, ce genre de système décentralisé? La République, c'est un millefeuille. Il y a tellement de strates et de couches différentes que tout se bloque entre eux. On a des maires, on a des sous-préfectures, on a des préfectures, on a beaucoup de strates, on a un millefeuille bureaucratique qui fait que la démocratie est impossible. Alors que sous une royauté, il me semble que Sky l'a évoqué tout à l'heure en répondant à la première question, on a un pouvoir au niveau national qui est celui du roi et qui sert aussi à la politique étrangère. On a au niveau des provinces, des régions et éventuellement des départements un pouvoir aristocratique. On a un pouvoir démocratique direct et très fort au niveau local qu'on peut éventuellement aussi étendre et jouer sur deux plans au niveau régional
avec des parlements de province et ce genre de choses. Donc en fait, on a 3 niveaux. Et c'est beaucoup plus simple à gérer qu'une multitude de choses sous la République qui sont... Finalement, on se demande même si ces strates sous la République sont prévues pour aider le citoyen ou si c'est juste pour le bloquer finalement. Ok, très bien. Merci de ton exposé. Sky, est-ce que tu peux tenter de répondre à la question? Alors, pour ma part, je pense qu'il faut déjà comprendre les vices du régime actuel pour identifier les raisons qui imposent ce changement de régime politique. Nous vivons le temps de toutes les crises, hein, qu'elles soient identitaires, sociales, environnementales, économiques, sanitaires ou culturelles, spirituelles aussi, et j'en passe, lesquelles sont toutes motivées finalement par la même recherche du profit à outrance, inspirée par les idéologies capitalistes et libérales. Dans une royauté, on fonctionne sous les valeurs chrétiennes, donc déjà par principe, ça exclut l'usure. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse là-dessus, je crois à ma connaissance qu'il n'y a que deux religions dans le monde en fait qui interdisent l'usure, c'est le christianisme et l'islam. Et encore, ça dépend quelle forme du christianisme. Vous prenez les protestants par exemple, eux, ils en ont rien à foutre. C'est d'ailleurs par la réforme en fait qu'on en est arrivé à établir, on va dire, comment on peut appeler ça, ces mœurs économiques. Fondamentalement, tout découle, je pense, de ce vice de l'homme de s'enrichir, de la volonté de s'enrichir à tout prix et quelles qu'en soient en fait les conséquences. C'est, par exemple, si on prend des, chacune des crises que j'ai données, identitaires par exemple, sous une monarchie, sous une royauté, on aura en fait le roi qui sera le garant, si vous voulez, à la fois des libertés individuelles et collectives de la population et qui sera un symbole de référence en fait pour le peuple. C'est-à-dire qu'on aura un homme qui sera issu d'une longue lignée, une lignée en fait qui s'inscrit dans le temps, les âges en fait de notre patrie. Et ce que je dis vaut pour la France comme pour toutes les nations finalement. On a une identité qui est ethnico-culturelle. Beaucoup de gens n'aiment pas entendre le terme ethnique, mais c'est malheureusement, malheureusement ou heureusement d'ailleurs un fait. C'est-à-dire que nous sommes un peuple de Celtes, de Celto-latins, hellénisés, avec des cultures franques. Donc concrètement, c'est ce qui fait l'identité ethnique française, hein. Après, sur les questions sociales, donc le principe, c'est de rétablir à ce niveau-là les institutions de la royauté. D'ailleurs, les institutions peuvent revenir même sans qu'on ait de roi, à proprement parler. On va avoir un conseil de régence ou une espèce de chambre des pairs qui gère les affaires courantes le temps qu'un héritier émerge. Le principe de restaurer les grands piliers sociétaux, social, c'est finalement de rétablir les ordres dans leur juste place. On a les ordres de la tripartition, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire les oratores, bellatores, laboratores, auxquels il faut d'ailleurs distinguer les marchands, hein, qui sont généralement confondus avec les laboratores, mais qui en réalité forment une caste à part. Et pour que cet ordre social revienne, je pense qu'il est préalable en fait de rétablir les corporations de métiers telles qu'elles existaient. Pour ça, je renvoie aux ouvrages de la Tour du Pin, qui a écrit déjà à ce sujet. Euh, Ensuite, ce qui concerne les questions environnementales, économiques et sanitaires, ben, d'une certaine manière, elles sont toutes un peu liées. C'est le problème de la mondialisation et de la politique libérale dans laquelle on vit. Mettre fin à cette politique libérale, ça en revient à préserver l'environnement, rétablir une économie saine qui favoriserait les sujets du roi, les gens qui font partie du peuple de notre nation, et du coup, ça éviterait les multiples crises sanitaires qui sont, bah, genre expérimentées déjà depuis un petit moment. Je veux dire, on n'a pas découvert la crise sanitaire avec le Covid, hein. Depuis la peste noire, on sait déjà que la mondialisation, le commerce international peut ramener des maladies. Bah, justement, d'Orient, la peste à la base venait aussi venait d'Asie. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne la culture et la spiritualité, les deux étant liés, hein, la France est de culture et de racines profondes catholiques. Donc, au moment où on restaure la royauté, on restaure toutes ces valeurs. Donc, les gens auront de nouveau une foi de référence. Ça ne veut pas dire que les Français doivent impérativement être chrétiens ou catholiques. C'est pas ça que je dis. C'est que le principe veut que vous soyez catholique, en fait, même si vous n'êtes pas croyant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la foi, si vous voulez. Il faut être catholique, ben, de principe, c'est-à-dire accepter la culture chrétienne telle qu'elle est, qui est la cause première de la création de la France. Parce que sans culture chrétienne, plus de France. D'ailleurs, la France n'existe plus à proprement parler de nos jours. On est sur quelque chose qui a usurpé le nom de France, voilà, sur le système républicain, hein.
mais qui fondamentalement n'a plus rien de français. Ok, je vois. Tu mettais en avant les intérêts matériels, objectifs et disons observables de la spiritualité, du catholicisme en tant que religion d'État. Euh, Là-dessus, je vais plutôt abonder dans ton sens, notamment sur le fait que le catholicisme permet de donner un prisme moral commun à la nation et d'avoir une finalité commune. Alors, même si on n'a pas la foi, on a une structure, on a des mœurs communes, on a des valeurs communes, on a une morale commune, et ça permet de vivre en bonne intelligence. Oui, tout à fait, c'est partager des valeurs, une doctrine finalement, une même façon de vivre et de mourir. Parce que finalement, c'est vers ça que nous porte la finalité de l'existence en fait. La question de la mort est dans tous les cas présente dans toutes les sociétés humaines. Et cette question, on peut répondre à cette question, si on veut, par la spiritualité. Alors, de toute façon, il n'y a finalement que par cela qu'on répond à cette question. On pourrait après, effectivement, baser sur la philosophie. Je pense que dans tous les cas, ça peut aboutir à un résultat. Mais ce qui est important, c'est que la société, dans son ensemble, ait des mœurs qui soient communes, afin qu'il puisse y avoir une cohésion au sein de la société. Si chacun a une doctrine différente au sein d'une même société, on bascule dans un régime, je ne vais pas dire anarchique, parce que précisément l'anarchie ne comprend aucun ordre, mais là on aura des micro-sociétés qui seront à l'intérieur du même État et qui finalement tenteront d'une manière ou d'une autre à travers le temps d'imposer leur doctrine à l'autre, afin de pouvoir créer cette cohésion indispensable à la structure d'une société humaine. Très bien, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? J'ai envie de lancer une petite pique à Sky. T'en prie. Connais-tu la différence entre un philosophe et un théologien? Fondamentalement, il n'y en a pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que c'est juste deux chemins différents pour comprendre le divin. Eh bien, en fait, les deux cherchent un chat noir dans une pièce noire, sans lumière, où il n'y a pas de chat. La différence, c'est que quelquefois, le théologien trouve le chat. D'accord. Parfait. Ouais, Euh, Dans ce cas, on va pouvoir avancer à la prochaine et la dernière question qui nous intéresse. Donc maintenant, nous comprenons les bénéfices que peuvent engendrer une restauration. La question que doivent se poser nos auditeurs est comment cette restauration est-elle possible de nos jours? Alors nous n'allons pas vous proposer de solutions miracles, mais selon vous, quels seraient les moyens à mettre en place pour aller dans le sens de la restauration du régime royal? Comment? Vaste question. On pourrait faire une thèse dessus. Il y a deux solutions, par le haut ou par le bas. Par le haut, euh, c'est compliqué parce que il faudrait ressembler aux fruits pourris qu'on a envie d'enlever. Et je pense pas que ce soit une bonne solution. Et par le bas, ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux. Mais, mais par le bas, ça veut aussi dire que ça commence avec nous. Ça commence par l'exemple. Ça commence par incarner ces valeurs qu'on vante à tour de bras. Ça commence par être ce qu'on voudrait, je pense. Et par l'exemple, les gens finiront par soit s'y intéresser, soit s'incarner aussi. Et on finira sûrement par être nombreux, je pense. Très bien. Donc, tu vas dans le sens de, il faut incarner ses idées, la société de l'incarnation, et portons à bras le corps ce que l'on pense. Bah, tout à fait, c'est-à-dire que on serait bien hypocrite si on s'évertuait pas à vivre ce qu'on prêche. Je pense que ce serait tout à fait illusoire et voué à l'échec si on avait de beaux et grands mots et qu'on disait voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, puis qu'on le faisait pas. On passerait pour quoi? Il est vrai, il est vrai. Sans transition, Sky, quelle est ta vision des choses? Ah là, bah, pour ma part, je suis déjà tout à fait d'accord avec ce que dit Morker. Il est certain que le système est fait de telle sorte qu'une restructuration par le haut est quasiment impossible. Les moyens qui sont à notre portée sont assez limités, hein, mais pas inexistants. Logique, comme l'a dit Morker, et le plus naturel à mon sens, c'est de repartir du bas, de reconstruire des fondations, enfin, je vais prendre une image, une parabole, mais de reconstruire les fondations de notre maison commune, finalement, qui est le pays et qui est l'État.
Donc ça passera par l'édification des masses, donc par l'exemplarité surtout. Je pense que c'est surtout à nous d'individus, en tant qu'individus, de nous édifier. C'est à vous qui nous écoutez de poser les bases de cette restauration. Et cela commence concrètement par le cumul de petites choses simples de la vie, hein. Ça commence par assumer son royalisme, si vous êtes royaliste, assumer votre catholicisme, si vous êtes catholique, faire preuve de bonté envers les gens qui vous entourent, tout en assumant au grand jour vos valeurs. C'est à travers vos actes, finalement, que les gens vont comprendre qui vous êtes, ce que vous représentez. Ensuite, une fois que vous avez commencé par assumer ce que vous êtes, vous regroupez avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, ces mêmes valeurs, et, et constituer des réseaux dans vos villes, dans vos départements. Et ensemble, œuvrer à l'échelle locale pour faire avancer les principes de vérité, d'honneur et de bien commun qui ont toujours été ceux de la royauté, qui sont les nôtres profondément. Les nôtres, le peuple a toujours recherché le bien commun. Et il faut simplement s'en référer toujours. Alors moi, j'utilise toujours cette grille de lecture aristotélicienne dans ma vie, qui est la recherche de la vertu. La vertu est un équilibre, un juste milieu entre un excès et un défaut. Et la recherche de l'amitié réelle, qui passe nécessairement par la vertu, qui est entre l'amitié d'intérêt, donc l'amitié de plaisance, et l'amitié du coup par la vertu. C'est cette amitié réelle en fait qui comprend les trois et que nous devons rechercher chez notre prochain. Alors, en nous regroupant avec des gens qui nous ressemblent, avec lesquels on veut vraiment vivre, on pourra reconstruire la société de demain. Le monde dans lequel on vit, nous le savons, va s'effondrer. On a tous le sentiment, en tout cas, on n'est pas devin, mais à un moment donné, quand on connaît l'histoire, on connaît les naissances et les morts des civilisations. Notre civilisation a déjà commencé à péricliter depuis un petit moment, en fait. Maintenant, il ne faut pas s'en alarmer, il faut simplement préparer le futur et commencer à construire aujourd'hui le monde de demain. Ce monde qui nous devons survivre finalement à ce monde de merde et le dépasser, hein. Et ensuite, nous pourrons reconstruire sur ces ruines. Eh ben, merci pour ces explications. Merci à vous deux pour votre participation à l'émission, qui aura été, je l'espère, constructive. Je vous remercie pour votre attention. Avant le mot de la fin, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord, le lien est dans la description. Si vous souhaitez vous investir dans le réel, vous pouvez intégrer un de nos cercles de gentilshommes. Là, nous sommes implantés dans plus d'une quinzaine de régions, si ma mémoire ne me joue pas de tour. Les informations sont sur notre site internet ainsi que sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Un dernier mot, messieurs? Morkia, je t'en prie. Merci pour cette charmante émission. Un petit café, c'est jamais de refus. Et au plaisir de vous revoir, messieurs. Moi, je dirais protégez la foi catholique, soyez royalistes par l'exemple et incarnez-vous. Parfait, pour ma part, je ne vous dirai qu'une chose, soyez royalistes.